Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Parlons Philosophie est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Aujourd'hui, l'émission Parlons Philosophie se fait sous la forme d'un entretien. Et nous avons l'honneur de recevoir M. Alassane Khoudia Kitane, professeur de philosophie au lycée Amadou Ndak Seck de Thiès. Bonjour M. Kitane. Bonjour Mme Badiane. C'est pour moi un plaisir de participer à cette émission-là. Je vous remercie de m'inviter d'abord. Ensuite, je dois vous féliciter et vraiment vous rendre hommage pour l'excellent travail que vous êtes en train d'abattre. Je suis sûr que vous connaissant vos qualités intellectuelles et morales, votre abnégation, cette émission ira loin, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci M. Kitane. Vous êtes bien dans l'émission Parlons Philosophie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'État et les pouvoirs politiques. Quand on parle de l'État, on le substitue très souvent et généralement à ses représentants. Le président de la République, les ministres, les institutions, les fonctionnaires, etc. Mais est-ce que cela signifie que l'État est la somme de ses représentants ou la somme des citoyens? In concreto, est-ce qu'on a une fois vu, entendu ou parlé de l'État? Est-il vraiment une réalité ou une simple fiction? C'est pour expliciter et pour éclairer toutes ces questions que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un doyen de la philosophie et de l'enseignement, M. Alassane Khoudia Kitane. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de Les épreuves de la dissertation et du commentaire philosophique, le Sénégal sous Wade, cahier d'une démocratie sans démocratie, entre autres. Merci M. Kitane. Et vous allez nous expliquer aujourd'hui, qu'est-ce que l'État? Merci Mme Badiane pour cette question et merci pour la présentation. L'élève du terminal, il a appris que la philosophie est avant tout la question « qu'est-ce que l'homme ?» C'est Kant qui disait toute la philosophie peut se résumer en une seule question « qu'est-ce que l'homme ?» Et que cette question elle-même peut se subdiviser en trois autres. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? N'est-ce pas? L'élève a appris dans les chapitres précédents, la vie sociale, introduction à la vie sociale, la nature humaine. Est-ce que l'homme a une nature? Entre autres réponses, on lui a fait savoir que l'homme ne naît pas homme, il le devient. Et il ne le devient que dans la société. La société est par conséquent le cadre d'existence de l'individu. C'est le cadre d'épanouissement de l'individu, c'est le cadre de réalisation de l'individu. Donc ce n'est pas par hasard qu'un penseur comme Aristote disait « l'homme est par nature un animal politique ». Maintenant, historiquement, c'est très difficile de situer le point de départ de l'État. Nous sommes nés dans des États. Par conséquent, l'État est une réalité qui est là devant nous, avec laquelle nous vivons, qui nous façonne et qui nous gouverne. Alors, qu'est-ce que l'État? Plusieurs définitions peuvent être données. Je m'en vais en choisir deux. La définition qui est donnée par Elisabeth Clément et celle qui est donnée par Lalande. Elisabeth Clément a dit l'État, c'est l'ensemble des institutions qui organisent une société dans un territoire donné. La notion de territoire elle-même faisant partie intégrante des caractéristiques qui définissent l'État, comme le dira également Max Weber. Lalande, qu'est-ce qu'il dit? On entend par État une société organisée, ayant un gouvernement autonome, jouant le rôle de personne morale à l'égard d'autres sociétés analogues. Dans ces deux définitions, quoique différentes, je retiens ceci. L'État est à la fois une réalité culturelle et une réalité naturelle. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un territoire, c'est évident. Pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait des citoyens, c'est évident. Pour qu'il y ait un État également, il faut des institutions, il faut des symboles, il faut des sceaux, comme l'hymne national, le drapeau, etc., etc. Donc, de ces deux définitions, on peut retenir qu'il n'y a pas d'État sans société, mais il y a eu des sociétés sans État, même si peut-être on peut le discuter. Par exemple, il y a la parentèle, il y a le clan, il y a la tribu. Tout ça, c'est des formes d'organisation
qui sont censés avoir existé avant l'institution de l'État. Mais l'État maintenant, en tant que tel, est une institution qui gouverne une société. Et pour qu'on puisse parler de l'État, il faut au préalable que la société existe. Donc, il y a eu des sociétés sans État. Exemple, la parentèle. Max Weber nous dit que dans la parentèle, dans la tribu, dans le clan, il suffit simplement du charisme d'un homme pour réguler la société. Et c'est des sociétés dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de tension. Il n'y a pas beaucoup de tension parce que c'est des sociétés dans lesquelles il y a une égalité, il n'y a pas de classe. Par conséquent, il n'y a pas de conflits sociaux. Mais quand l'humanité progresse, quand la société progresse sur le plan démographique et sur le plan de la richesse, il y a des intérêts qui se croisent, il y a des conflits sociaux qui naissent, alors l'État devient une nécessité. Alors, sous ce rapport, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. D'aucuns disent, très bien, la société elle-même est un fait naturel, comme Aristote. Mais l'inconvénient de cette thèse, c'est que si la société est naturelle, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne peut pas justifier le pouvoir politique. Je reviendrai tout à l'heure sur la définition du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de légitimité. Sinon, ce serait la conquête ou bien l'usurpation. Deuxième inconvénient, si la société est naturelle, comment pouvons-nous expliquer la désobéissance et les conflits sociaux? Si l'homme était naturellement sociable, normalement, même dans la famille, il n'y aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, on sait que dans la famille, dans la société, il y a des tensions sociales. Donc la sociabilité de l'homme, si elle existe, elle est problématique, et en tout cas, elle n'est pas naturelle, elle est acquise. Soit. Les théories du contrat social, quant à elles, John Locke, Rousseau et avant eux, Hobbes. Ce sont des théories qui refusent de fonder le droit sur la force. Ils refusent de fonder l'État sur le fait accompli. Ce sont des premiers penseurs de ce qu'on appelle l'État de droit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il leur faut trouver un fondement légitime à l'État parce qu'il n'y a pas d'État sans pouvoir politique. Or, tout pouvoir politique est une domination. On entend par pouvoir politique la capacité qu'a un homme, le président, si vous voulez, ou un groupe d'hommes, son gouvernement et l'administration, à amener d'autres hommes à faire ce qu'ils n'auraient pas fait de leur propre chef. Deux exemples. J'ai regardé une émission dans une télé de la place. Les villageois se révoltaient parce que l'État du Sénégal a voulu construire un lycée sur place. D'où vient ce pouvoir-là? Comment se fait-il que l'État puisse arriver dans un village et dire ce terrain-là, ça appartient à quelqu'un, mais ça ne lui appartient pas. Ça m'appartient parce que ça entre dans le domaine, dans ce qu'on appelle le domaine public, la loi sur le domaine public. Très bien, premier exemple. Deuxième exemple, on a fait une pause de 2 à 3 mois, si je ne me trompe, à cause de la Covid-19. À un moment donné, tout le monde croyait qu'il y aurait une année blanche. Mais enseignants, parents d'élèves, tout le monde a été pris de court. L'État a décidé qu'on va aller reprendre les cours. Voilà deux exemples qui montrent que l'État et l'exercice d'un pouvoir sont forcément contraignants. Maintenant, cette contrainte, il faudra essayer de la justifier. C'est cela qui motive les théories du contrat social. Ces théories-là partent toutes quoique différentes de la théorie selon l'hypothèse selon laquelle la société n'a pas toujours existé. Donc, la société est le fruit d'un contrat, c'est-à-dire d'une convention. Il y aurait eu un état de nature. Hobbes, il dit que l'état de nature a forcément existé, mais chez John Locke et chez Rousseau, c'est une fiction, c'est une hypothèse. Alors, Hobbes, dès l'introduction du déquivé, le citoyen, il dit suffisamment de regarder les hommes tels qu'ils sont dans la société actuelle. Malgré la civilisation, malgré l'État, malgré les progrès, il suffit de les observer avec leur violence, avec leur malfaisance, pour savoir que ces gens-là, ils sont méchants. L'homme est un loup pour l'homme. Donc forcément, l'état de nature a été un état de guerre. Cette guerre de chacun contre chacun et de tous contre tous a été motivée par la liberté naturelle. Or, le but, la finalité de la liberté naturelle, c'est la vie. Mais les différentes libertés naturelles entrent en collision, alors il y a une guerre. Et la guerre, c'est la mort. Donc, la loi fondamentale de la nature qui dicte à chacun d'user de son pouvoir pour préserver sa vie, elle a échoué. La liberté naturelle est un échec.
Alors voilà pourquoi les hommes, ils ont raciociné, ils ont réfléchi, ils ont fait un calcul. Ils se sont rendus compte que l'état de nature est une perte pour le genre humain. Ils ont renoncé à leur liberté naturelle, c'est le pacte social. Mais ce pacte social, il est double. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faut que les individus renoncent à leur liberté naturelle, mais vous connaissez l'expression anglaise qu'on a traduite en français, pacte sans sable n'est que palabre. Si on fait des conventions, si on s'entend sur une chose et qu'il n'y ait pas un moyen de contraindre les différents contractants à respecter leurs paroles, ils ne la respecteront pas. Voilà pourquoi, une fois qu'il y a cette entente-là, il faut qu'on passe un pacte avec un souverain. La société, c'est le Léviathan, mais cette société-là, il y a quelqu'un qui doit le représenter et cette société nous représente. Ce quelqu'un-là sera le monarque. Le monarque, il va hériter de toutes nos libertés naturelles. Et une fois qu'il en hérite, alors il va utiliser de ces libertés naturelles pour nous gouverner et pour nous donner la paix et la concorde. Paix et concorde étant les conditions de la survie de l'homme. Par conséquent, la force qu'il utilise est une force légitime. On dit, ça me rappelle Aminata Diaw Cissé qui disait, ce pacte par lequel il a été autorisé à nous autoriser. Donc le souverain, c'est nous qui l'avons autorisé à nous gouverner. Par conséquent, si lui arrive d'utiliser la violence, sa violence est tout à fait légitime. Hobbes, par conséquent, est un partisan de la monarchie et de la monarchie absolue. Ce n'est pas la même chose chez Rousseau et Locke. John Locke, il est très malin. John Locke nous dit, dans l'état de nature, les hommes ne sont pas méchants, il n'y a pas de guerre. Dans l'état de nature, il y a deux pouvoirs et une loi. C'est-à-dire un droit. Quels sont ces droits, ces deux pouvoirs-là? C'est des pouvoirs naturels. Chaque individu, il a le pouvoir de défendre sa vie et de la préserver, de la conserver. Premier pouvoir. Deuxième pouvoir, utilisation de la force pour punir quiconque met en péril ma vie. Maintenant, il a un droit naturel. Ce droit naturel, c'est le droit à la propriété. C'est exactement cela qui va sous-tendre le projet de John Locke. Chez John Locke, les hommes font une association sous forme d'un contrat. De la même manière que Hobbes a dit, le contrat social est une soumission, John Locke dit effectivement, il y a un contrat de soumission, mais c'est un contrat de soumission conditionnel. Pourquoi? Nous nous associons, nous créons notre société, nous créons l'État, mais à la seule condition que l'État puisse faire pour nous le pouvoir de veiller à notre vie et de punir ceux qui menacent notre vie. Mais en même temps aussi que l'État nous garantisse la propriété. Par conséquent, quand un État arrive à manquer à ses pouvoirs régaliens, l'État devient illégitime. Par conséquent, la soumission n'est pas totale. C'est une soumission qui est conditionnelle. L'État n'est légitime que lorsqu'il est en mesure de remplir la fonction pour laquelle il a été mis en place. Chez Rousseau, là également, je vais faire un clin d'œil à mon ami Diaw, qui travaille beaucoup sur Rousseau. Rousseau, il est obsédé par la liberté. La fiction de l'état de nature, Rousseau part du principe selon lequel l'homme n'est pas méchant. Il est bon d'une bonté naturelle parce que l'homme, dans l'état de nature, qui est une fiction, je suppose que les hommes étaient seuls. Il n'y a aucune raison qu'ils vivent ensemble parce que la nature est suffisamment abondante pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. Par conséquent, c'est à la suite de catastrophes naturelles, certainement, que cet état de nature a été rompu. Dans le livre 1, chapitre 6, donc voilà, donc Rousseau explique qu'à un moment donné, les forces individuelles deviennent totalement insuffisantes pour faire face à l'hostilité des éléments de la nature. Les hommes ne pouvant pas créer de nouvelles forces, il leur a fallu associer leurs forces. De cette association, il y a aliénation, mais aliénation pour liberté. Ça veut dire ceci. Nous constituons un État, mais pour constituer un État, il faut que nous acceptions de nous aliéner de notre liberté naturelle.
mais à condition de recevoir la liberté civile. La différence, c'est quoi? La liberté naturelle, elle ne repose que sur ma force. Alors que la liberté naturelle, la liberté civile, elle est légale. C'est-à-dire, elle est garantie par la loi. Par conséquent, les hommes ne vivent pas dans un État pour perdre leur liberté, il n'y a pas d'aliénation politique. Au contraire, ils vivent dans l'État pour devenir encore plus libres. Ce qui me permet de faire une synthèse et de répondre à votre question. L'État, c'est cette réalité visible que nous voyons, l'administration, les bâtiments, les édifices, voilà, etc., les sceaux, voilà, comme le drapeau. Mais l'État, c'est également le citoyen, les citoyens du moins, et c'est un ensemble d'institutions, à commencer par la loi. Le pouvoir, c'est des institutions. Ces institutions ne sont pas seulement physiques, ça entre dans le domaine du culturel. Merci d'éclaircir une notion aussi importante du programme de philosophie. Et vous avez même expliqué que donc chez Rousseau, la finalité de l'État, c'est la liberté. Alors que chez Hobbes, la finalité de l'État, c'est la sécurité. Et chez John Locke, la finalité de l'État, c'est de garantir la propriété. Donc on voit par là que c'est important de comprendre la notion d'État. Maintenant, on va essayer de comprendre. Y a-t-il une différence entre l'État, la nation, la patrie et la République? Très bien. Le propre de la philosophie, Mme Badiane, c'est de faire toujours un éclairage conceptuel. Toute la philosophie est un travail sur le langage. Parce que le défaut, ou bien la faute même de l'opinion commune, c'est que son langage renferme des impuretés. Alors que le philosophe, il fait un usage technique du langage. Effectivement, il y a des distinctions méthodologiques entre État, République, nation et patrie. Ça peut désigner la même réalité. Pour le sens commun, il n'y a aucune différence entre les cartes. Alors, je disais tout tantôt que l'État est l'ensemble des institutions qui organisent une société dans un territoire d'État, dans un territoire donné. Max Weber a dit « L'État est une communauté humaine qui, à la limite dans les limites d'un territoire, la notion de territoire étant une de ses caractéristiques, revendique avec succès le monopole de l'usage de la violence légitime, nous y reviendrons. L'État donc est une institution politique. Une institution, c'est quelque chose qui a été édifié et qui est permanent. Très bien. Maintenant, l'État a des formes. Lorsque dans un État, les institutions, y compris le pouvoir politique, sont communes à tous et n'appartiennent à personne, alors cet État-là, c'est une république. Res publica, ça signifie chose commune. Donc la République est différente de la monarchie. Parce que dans une monarchie, les institutions appartiennent à une famille. Quand tu n'es pas membre de cette famille, tu ne peux pas être un prince, tu ne peux pas être etc. Mais dans une république, n'importe qui peut accéder aux institutions, n'importe qui peut gouverner. La nation, ça vient de natio, bon, qui renvoie au pays, à la naissance. La nation est une communauté plus ou moins naturelle. Pourquoi? Je nais sénégalais. Ça fait référence à ma naissance. La nation elle est plus homogène, elle est plus soudée que l'État. Dans l'État, les rapports sont plus ou moins juridiques, institutionnels. Tandis qu'ici, dans la communauté, le rapport est plus ou moins naturel. La nation elle est plus homogène. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait une histoire commune. Pour qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait parfois une langue commune, le débat en France. Pour qu'il y ait État, il faut qu'il y ait des mœurs qui sont communes. Donc d'où la notion de communauté dans la nation. Sous ce rapport-là, la nation elle est plus homogène. Mais nous savons, vous et moi, qu'un État peut regrouper en son sein des nations. Je pense à l'ancienne Union soviétique, l'URSS. Inversement, une nation, elle peut être éparpillée dans plusieurs États. La diaspora nègre. Enfin, je veux dire les États africains. Il y a plusieurs États africains, mais si je suis vraiment un disciple de Cheikh Anta, je me refuserai
de parler de nation ivoirienne. Non, je dirais nation nègre. Parce qu'il y a une histoire commune, il y a des valeurs communes, il y a une langue commune, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose à comprendre. Donc, si je vous comprends bien, un État peut avoir plusieurs nations. Très bien. Et je pense, voilà, dans le contrat social de Rousseau, il y a une note en bas de page, je pense, dans le livre 2, où Rousseau dit ceci. Pour fonder un État solide, il faut commencer par donner à ses membres le sentiment national. Parce qu'effectivement, il a raison. Quand le sentiment national est fort, non seulement l'État est fort, mais il est organisé. Cependant, l'exemple des États-Unis semble être le contre-exemple de ce que Rousseau dit. Parce que les États-Unis c'est un melting pot, comme on dit. Il y a des Africains, Américains, il y a des Mexicains, il y a des Arabes, etc., etc. Mais l'Américain est l'homme le plus nationaliste au monde. Pourquoi? Parce que c'est un État fort, pas fort au sens où il exerce la violence, je veux dire un État qui est bien organisé, bien structuré, un État qui est pourvoyant et qui couvre ses citoyens. Il finit toujours par leur inculquer un sentiment national. C'est comme un père de famille. Un père de famille qui gère bien sa famille, il devient leur héros. Et par conséquent, la famille est homogène. Maintenant, la patrie. Patrie, ça signifie littéralement terre des pères. La patrie, elle également, elle est naturelle. Mais en réalité, c'est l'attachement à la nation qu'on appelle la patrie. Plus le sentiment national est fort, plus il y a de patrie. Donc c'est ça la différence entre État, République, nation et patrie. Ce ne sont que des distinctions méthodologiques. Merci, M. Kitane, d'éclaircir ces concepts qui sont vraiment très, très importants. Après cette distinction méthodologique, quelles sont les fonctions assignables à l'État? Merci, Mme Bayan. Excellente question. La fonction principale de l'État est une fonction politique. Par fonction politique, on entend l'exercice du pouvoir, la gouvernance de la société. Bref, la fonction principale de l'État, c'est la politique, et j'entends par politique, comme l'entendaient les Grecs, l'art de gérer la cité. Gérer la cité, ça veut tout dire. Gérer la cité, c'est préserver l'unité de la société. Gérer la cité, c'est protéger les libertés individuelles et collectives. Gérer la cité, c'est défendre la cité contre des agressions extérieures. Gérer la cité, Mme Bayan, c'est également chercher à épanouir ses citoyens. Parce que pour être libre, il faut d'abord vivre. Par conséquent, l'État doit s'organiser à telle enseigne que les citoyens puissent entreprendre, produire, s'épanouir et consommer. Donc, pour répondre à votre question, la fonction principale de l'État, c'est une fonction politique. Maintenant, dans la fonction politique, il y a des dimensions. Il y a la dimension morale, il y a la dimension économique. Effectivement, ça nous amène à la définition du pouvoir politique. J'ai dit tout à l'heure que le pouvoir politique, c'est la capacité qu'a un homme de commander et de se faire obéir, ou bien la capacité qu'a un homme ou bien un groupe d'hommes d'amener d'autres hommes, la multitude, la société, à faire ce qu'ils n'auraient pas fait de leur propre volonté. Or, dans ces deux définitions, il y a la notion de contrainte. Cette contrainte-là, il y en a qui la définissent comme la force, d'autres la définissent comme la violence. Violence et force font partie des éléments par lesquels le pouvoir politique s'exerce. On ne peut pas exercer un pouvoir politique sans la violence. La preuve, on dit force de l'ordre. L'ordre en philosophie, ça a deux sens. Ordre au sens de commandement et ordre au sens d'harmonie. Dans les deux cas, on a besoin de l'usage de la loi, de la force. La force, elle est utile pour faire respecter la loi. La force, elle est utile également pour faire de l'harmonie. Parce que sans la force, les individus peuvent être amenés à se faire violence entre eux. Par conséquent, nous voyons en filigrane que la transcendance de l'État est la garantie de la paix intérieure et de la paix extérieure. Donc voilà, en résumé, Mme Bayan,
les fonctions que l'on peut assigner à l'État. Évidemment, il y a la fonction diplomatique. La diplomatie, elle peut se faire aussi bien de manière interne que de manière étrangère. On entend généralement par diplomatie la relation internationale. Mais la diplomatie, c'est avant tout une façon de faire qui est caractérisée par la convivialité, par l'amitié, par l'entraide et même parfois par l'humanitarisme. Donc voilà en quelque sorte les ressorts sur lesquels l'État s'appuie pour pouvoir gouverner. Maintenant, il se pose un problème. Les États, parmi leurs leviers, j'ai dit tout à l'heure, il y a le pouvoir politique, il y a la violence. Il y a également la morale. Parce que nous avons l'habitude, nous tous, de juger les hommes politiques. C'est des menteurs, excusez-moi de l'expression, c'est des voleurs, ils ne tiennent pas promesses, etc., etc. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir, nous qui évaluons les hommes politiques en fonction des valeurs morales, est-ce que nous respectons ces valeurs morales? Est-ce que nous fonctionnons suivant ces valeurs morales? Ce qui nous amène à la délicate question du rapport entre la morale et la politique. La politique doit-elle se faire en dehors de la morale ou bien doit-elle se faire en prenant en compte la morale? La politique est-elle laïque, affranchie totalement de la morale ou au contraire, elle doit être assujettie à des valeurs morales? C'est des questions. J'aime très bien l'expression l'art politique. Parce que quand on dit art politique, ça nous permet de pouvoir conceptualiser. Le mot art signifie savoir-faire, parfois talent, parfois génie. Ça peut signifier technique. Or, dans chacun de ces sens-là, il y a des enjeux. J'ai l'habitude de dire qu'en philosophie, comme dans le langage courant, aucun mot n'est innocent. L'usage des mots obéit toujours à des enjeux. Il y a quelque chose qu'on vise. Lorsque l'on dit que la politique, c'est l'art de gérer la cité, le mot art peut signifier que la politique est une technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Une technique, elle vise l'efficacité. Par conséquent, ce qui compte, c'est l'efficacité. Deuxièmement, une technique doit reposer sur une connaissance positive de l'homme. Il faut connaître les hommes tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, comme le dit Machiavel. Il ne faut pas partir d'une conception abstraite de l'homme, il faut partir d'une conception positive de l'homme. Dans ce cas, on peut considérer que la politique est une technique. Mais la politique est un art, au sens où ça ne s'apprend pas, ça ne s'acquiert pas. Je peux faire les plus grandes écoles de sciences juridiques et politiques, ça ne fait pas de moi un homme politique. Ça ne fait pas de moi un génie politique. Le génie politique, comme le génie artistique, en quelque sorte, il a un aspect inné. La politique comme art, cela suppose la créativité, la spontanéité, la promptitude à réagir de façon inattendue. Un président de la République n'est pas préparé pour résoudre toutes les questions et pour faire face à toutes les situations. Mais parfois, c'est son instinct politique, parfois, c'est son génie politique qui éclaire ses décisions. Sous ce rapport-là, on peut considérer que la politique est un art, au sens où la politique demande du génie et de la créativité. Dans les deux cas, ça ne règle pas notre problème du rapport entre la politique et la morale. Nous jugeons les hommes politiques, nous exigeons d'eux qu'ils respectent les valeurs morales. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'est-ce que la morale? Est-ce que la morale, c'est un ensemble de valeurs universelles que tout le monde connaît, comme la morale du devoir de Kant, et que tout le monde doit pouvoir respecter même si on ne le fait pas? Ou bien au contraire, la morale, c'est simplement un ensemble de mœurs qui sont relatives parce qu'appartenant à des cultures et à des sociétés. Chaque société ayant ses mœurs. Et même dans notre propre société, dans un même Sénégal, il peut y avoir des mœurs, des convictions morales différentes. Dans les deux cas, il y a problème. La morale universelle, la morale relative. On demande à l'homme politique d'axer son pouvoir et de gouverner par la morale. Alors, le premier problème, c'est quoi? Quand on prend la morale universelle, le fait que les hommes sachent parfaitement ce qui est le bien et qu'ils ne le fassent pas, mais ça montre que la morale ne suffit pas. Voilà ce qui a poussé Hegel à dire que sans la politique, la morale ne marche pas. Et que la politique plutôt, c'est l'idée morale en acte. C'est-à-dire, c'est l'extériorisation de la morale en puissance coercitive externe. C'est ce que la morale du devoir, la morale intentionnelle, la morale de la vertu
pur ne pouvait pas pousser les hommes à faire, c'est ce que l'État a réussi. Pourquoi? Parce que l'État, il a ses institutions, il a les forces de l'ordre, il a le monopole de la violence physique légitime. Les intérêts de l'État justifient-ils le recours à des pratiques immorales? Très bien, je termine parce que j'étais en train de dire l'État aurait un problème si le pouvoir politique cherchait à gouverner uniquement par la morale, parce que les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Dès qu'ils peuvent violer les lois sans encourir de risque, ils le font. Donc il faut qu'il y ait de la promptitude à les corriger et à les amener à faire le bien. Maintenant, si on parle de la définition relative ou bien relativiste de la morale, là, il y a beaucoup de problèmes. Mais le plus grand problème qui m'intéresse ici, c'est à quelle morale se vouer. Ce qui est bien pour les Diop ne l'est pas pour les Ndiaye. Bon, c'est une façon de schématiser. Mais imaginons maintenant un État qui gouverne et qui doit gouverner par la morale. Il y a morale A, morale B, qui peuvent être opposées. Parce qu'il y en a, par exemple, au Sénégal qui pratiquent l'excision. Voilà, un État, quand il vient et qu'il gouverne par la morale, et que la morale de ceux qui font l'excision leur commande de le faire, qu'est-ce que fera l'État? Est-ce qu'il va laisser faire ou bien est-ce qu'il va empêcher? Donc, le relativisme moral est un handicap pour pouvoir fonder la politique sur la morale. Donc, la morale, son rapport avec la politique pose deux problèmes. Premièrement, l'effectivité de la morale. Deuxièmement, la relativité ou bien le relativisme de la morale. Maintenant, votre question c'était? Ma question, c'est les intérêts de l'État. Très bien. Justifient-ils le recours à des pratiques immorales? Justement, la morale elle-même, ne l'oublions pas, elle peut être un levier politique. Mais je viens de dire à l'instant même qu'il y a des situations dans lesquelles la morale n'a pas de réponse, elle n'a pas de solution. Ça nous renvoie à ce que Max Weber appelle le conflit possible entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Justement, ça me rappelle l'héroïne du Waalo, la reine Ndaté Mbodj. Lorsque Faidherbe a envoyé ses troupes pour écraser sa résistance, Ndaté a pris la parole. Elle a convoqué les guerriers, les Ceddo, et leur a dit: nous sommes sous-armés. Les troupes françaises sont plus équipées que nous. Mais est-ce qu'une raison pour abandonner le Waalo? Voilà un exemple où il y a conflit entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. C'est une personne humaine, c'est une femme. Elle souffre de voir ses soldats être massacrés. Mais en même temps aussi, il y a le devoir. Parce que c'est une héroïne, c'est une princesse, c'est quelqu'un qui gouverne, qui a un pouvoir. Est-ce qu'elle doit abdiquer et laisser son peuple être assujetti? Voilà parfois ce qui arrive à l'homme politique. Cette opposition parfois entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est arrivé également comment il s'appelle, à Pétain. C'est la même chose, c'est exactement ce qui est arrivé à Pétain. Pétain, voilà, il disait signer l'armistice, la mort dans l'âme. C'était contre sa conviction, mais parfois il faut être réaliste en politique pour ne pas sacrifier des vies humaines. Par conséquent, pour répondre à votre question, il arrive parfois que la morale soit impuissante et que la situation soit tellement désespérée que l'homme politique s'écarte conjoncturellement de la norme. Mais il ne s'écarte pas de la norme par principe, il s'écarte de la norme par obligation ou bien par nécessité, c'est pour régler une situation ponctuelle. Ça ne saurait être un mode politique, un mode de gouvernance. On ne peut pas gouverner les hommes de façon immorale pour deux raisons. Premièrement, les hommes sont des sujets moraux, ils ont des droits. Deuxièmement, ce que dit Kant a dit, la politique ne pourra pas faire un pas avant d'avoir rendu hommage à la morale. Si moi je dis, je gouverne de manière immorale, je vais mentir, je vais corrompre, je vais utiliser la violence. Mais quelqu'un qui m'a mieux que moi, qui est plus violent que moi, qui a plus de pouvoir que moi, il viendra, il prendra le pouvoir. Mon pouvoir n'aura plus de légitimité. Donc le principe même de légitimité incline l'homme politique à prêter une attention à la morale. Par conséquent, on ne peut pas exclure la morale de la politique, même si peut-être la morale ne peut pas être la trame de fond de la politique.
Merci, M. Kitane. On retient maintenant que donc la morale ne peut pas être le levier auquel les hommes politiques peuvent s'appuyer pour gouverner. Merci d'avoir éclairci un point aussi important. Maintenant, comment s'organise la vie politique? Ça dépend du type de régime politique. Dans une république, il y a des institutions. Ces institutions sont permanentes. Vous connaissez l'expression, les hommes partent, les institutions demeurent. Donc, la pérennité de l'État repose sur le fait que les institutions transcendent les individus. Dans une démocratie, par exemple, ou peut-être on va en parler tout à l'heure, il y a le principe même de la séparation des pouvoirs. Le principe de la séparation des pouvoirs, dont les théoriciens, il y a John Locke, il y a surtout Montesquieu, c'est pour éviter que le pouvoir soit concentré entre les mains d'une seule personne et qu'elle en abuse. Parce que comme il le dit, quiconque a du pouvoir a tendance à en abuser. Par conséquent, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, cette séparation des pouvoirs fait qu'il y a le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement et le président de la République. Il y a le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale et, s'il y a lieu dans certains pays, le Sénat. Et enfin, il y a le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, où les représentants du peuple sont envoyés, a le monopole de la loi. Enfin, pas le monopole, mais en tout cas, c'est l'instance où sont votées les lois. Parce qu'une loi, elle peut provenir du président de la République. Dans ce cas, c'est un projet de loi. Elle peut provenir d'un député. Dans ce cas, c'est une proposition de loi. C'est la différence. Mais dans tous les cas, que ce soit sur l'initiative du gouvernement, projet de loi, ou sur l'initiative du Parlement, proposition de loi, dans tous les cas, c'est l'Assemblée qui est souveraine, qui vote la loi. Donc la partie réglementaire est réservée à l'Assemblée nationale. Alors le président, lui, il exerce le pouvoir, il exécute des décisions. Tandis que le pouvoir judiciaire est censé rendre la justice à l'application de la loi au nom du peuple. Parce que tous travaillent pour le peuple. Les représentants qui sont à l'Assemblée nationale, qu'on appelle les députés ou bien les sénateurs, ils représentent le peuple. Le président lui-même, dans une certaine mesure, il n'est qu'un commis. Il est chef de l'État. Et vous connaissez très bien la théorie de Rousseau. Rousseau a dit « Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'on n'obéit pas aux hommes. » C'est un très beau texte qui est tiré des Écrits de la montagne, où Rousseau montre, lui il aime les oxymores. Il montre qu'effectivement, le chef, ce n'est pas celui à qui tout est permis. La différence entre maître et chef ici, c'est quoi? Le chef, il est soumis à la loi, il obéit à la loi. Nous ne sommes pas ses sujets. Tandis que le maître, lui, il est celui qui possède. Donc le maître, il assujetit, il n'écoute que sa volonté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il dit, même le maître est soumis aux lois. D'ailleurs, il dit, régner c'est obéir. Régner c'est obéir, c'est la suite du texte. Donc on ne peut pas régner sans obéir parce qu'on gouverne et on ne peut gouverner que dans les limites légales, c'est-à-dire dans les limites de la loi. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, c'est la loi qui est le gage même de la liberté. Peut-être que s'il n'y avait pas de loi, notre liberté serait en permanence en péril. Sous ce rapport, Rousseau a dit l'obéissance à la loi qu'on précise s'appelle proprement liberté. Donc voilà en substance comment l'État fonctionne en son sein. Il y a des institutions parmi lesquelles il y a le pouvoir politique. La loi également est une institution. Il y a des commis de l'État. Il y a des représentants de l'État, mais tous travaillent autour et au nom d'un seul idéal. Cet idéal-là, c'est la volonté du peuple. Par conséquent, la finalité, la légitimité, la justification de l'État, c'est l'intérêt du peuple. Merci beaucoup. Puisque la finalité de l'État, c'est l'intérêt du peuple, et on retient maintenant que vous avez dit le pouvoir exécutif est chargé d'appliquer les lois. Le pouvoir législatif, c'est la rédaction, et c'est là où on vote les lois. Et vous avez expliqué aussi que l'exécutif propose un projet de loi. L'exécutif, c'est un projet de loi, alors qu'un député de l'Assemblée nationale, c'est une proposition de loi. La différence, si vous permettez, c'est que
un député, lorsqu'il fait une proposition de loi, il y a un problème. Dans notre cas, dans notre système, non. Le problème, c'est que lorsqu'il fait une proposition de loi, il doit proposer des ressources qui accompagnent l'application de la loi. Donc, c'est ça la difficulté. Voilà. Très bien. Et aussi, on retient que le pouvoir judiciaire est chargé de contrôler l'applicabilité de la loi et de fonctionner son non-respect. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très clair maintenant. Et la presse, est-elle un pouvoir ou un contre-pouvoir? Très bonne question également, Mme Badiane. Beaucoup pensent que la presse est un quatrième pouvoir qui n'a pas été prévu, conçu, conceptualisé par Montesquieu en tout cas. En principe, la presse n'est pas un pouvoir. C'est un contre-pouvoir. On entend par contre-pouvoir toute attitude, toute organisation qui fait de sorte que le pouvoir politique ne puisse pas abuser de son pouvoir. C'est ça qu'on appelle un contre-pouvoir. C'est pour éviter l'abus du pouvoir. Donc, sous ce rapport, la presse, puisqu'elle dénonce, elle fait des enquêtes, elle fait des investigations, on peut dire que c'est un contre-pouvoir. Donc, dans les principes. Mais dans les faits, il y a souvent des confusions. Pourquoi? Parce que on entend par pouvoir la capacité qu'a un homme d'amener d'autres hommes à faire ce qu'ils n'auraient pas fait de leur propre chef. Mais vous et moi, nous savons que la presse, elle est capable de formater une opinion. Or, comment s'appelle encore? Hitler disait, celui qui est maître de la rue finira par devenir maître des institutions. Donc, quand on domine l'opinion, on manipule l'opinion, on est capable d'instiller dans les esprits des valeurs, des comportements, des connaissances, des idées, bref, une vision du monde, c'est un pouvoir. Donc, sous ce rapport, le fait que même dans tous les pays du monde, les présidents de la République pensent tout de suite après leur élection à s'allier avec les grands groupes de presse, ça montre que donc la presse est devenue un pouvoir parce que c'est un allié du pouvoir. Pourquoi c'est un allié du pouvoir? Parce que c'est le levier de la communication. Or, on sait qu'il n'y a pas de pouvoir politique sans communication. La communication fait partie des leviers essentiels de l'exercice du pouvoir. Par conséquent, la presse, sous ce rapport, elle est non seulement devenue un rouage du système, mais dans beaucoup d'autres pays, suivez mon regard, la presse est conviée dans l'exercice du pouvoir. Donc sa vocation, normalement, ce n'est pas ça. La vocation de la presse, c'est d'être un contre-pouvoir. Et quand je dis contre-pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique. Un contre-pouvoir, c'est également contre tous les pouvoirs. Parce qu'il y a le pouvoir spirituel, il y a le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel, c'est la religion. La presse doit pouvoir contrôler, la presse doit pouvoir enquêter, la presse doit pouvoir informer, elle doit pouvoir faire des investigations, elle doit pouvoir faire des critiques. Parce que le rôle d'une presse dans un pays, c'est non seulement d'informer, de communiquer, mais de former les citoyens. Par conséquent, tous les pouvoirs qui s'exercent à l'intérieur d'un État doivent faire l'objet de la critique de la presse. Malheureusement, parfois, nous savons qu'il y a des dérives. Donc, on voit ici que la théorie et la réalité. Donc, voilà. Théoriquement, la presse doit être un contre-pouvoir, mais dans la pratique, la presse a tendance à façonner notre opinion, à influencer parfois même les choix politiques des citoyens, je veux dire donc le vote des citoyens. Par conséquent, et parfois elle est en train d'outrepasser normalement sa vocation. Merci, doyen Kitane. La régie nous a donné quelques questions venant des élèves et des collègues. La question, l'État est-il l'ennemi de la liberté ou un élément de domination? L'État est-il l'ennemi de la liberté ou un élément de domination? Merci, Mme Badiane. Une question n'est jamais neutre. Derrière toute une question, il y a des enjeux. Une question renferme d'ailleurs la plupart du temps et paradoxalement une affirmation ou bien une information. Donc l'État est-il l'ennemi de la liberté? La question n'est pas neutre parce que imaginons ce que serait l'État, ce que serait la société et la liberté sans l'État.
Sans l'État, notre liberté pourrait être en péril. Mais l'élève, dans ce cas de figure, il doit savoir qu'il y a liberté naturelle et liberté civile. Et il y a liberté totale et liberté rationnelle. La liberté totale, la licence, la liberté naturelle, évidemment, c'est incompatible avec l'État. Pourquoi? Parce que la liberté naturelle est un danger pour la préservation non seulement de la liberté d'autrui, mais de la vie humaine tout court. Donc, sous ce rapport-là, on a institué l'État justement pour mettre de côté la liberté naturelle au profit de la liberté civile. La liberté civile, par contre, elle est parfaitement compatible avec l'État. L'État n'est pas l'ennemi de la liberté civile. Sans État, entre vous et moi, je pourrais prendre quelque chose qui vous appartient. Si je suis plus fort que moi, comment vous allez réagir? Vous ne pourrez pas réagir, donc je pourrais porter atteinte à votre liberté. De manière plus générale, donc nous sommes dans un groupe déterminé, disons sénégalais. S'il n'y a pas l'État et l'armée, qui pourrait défendre la société sénégalaise contre une agression étrangère? Donc sous ce rapport-là, la liberté collective, la liberté civile, ou bien pour parler de manière simple, la liberté légale, elle est parfaitement compatible avec l'État. Maintenant, chez les révolutionnaires, notamment les marxistes et les anarchistes, l'État est considéré comme étant un danger pour la liberté, une négation de la liberté humaine. En quelque sorte, Karl Marx dit que dans une société, la classe qui domine économiquement domine culturellement. Et l'État est une des manifestations de la domination culturelle. Pourquoi une classe qui domine économiquement domine culturellement? C'est Engels qui répond à la question. Engels a dit, c'est le compagnon de Marx, Engels a dit, on ne pense pas de la même manière dans une chaumière que dans une terrasse. La chaumière étant le symbole de la pauvreté, la terrasse étant le symbole de la richesse, de l'opulence. Celui qui est dans la pauvreté, il a plutôt tendance à penser à des préoccupations vitales. Tandis que celui qui est dans la terrasse, il peut développer le loisir. Il peut donc développer son esprit parce qu'il est riche. Voilà pourquoi dans la société également, les bourgeois, par exemple, dans la société capitaliste, c'est dans la société féodale, alors nous avons là-bas donc les seigneurs. Si c'est dans la société esclavagiste, nous avons des maîtres. Donc la société humaine, elle fonctionne comme ça depuis la fin de la commune primitive, depuis l'avènement de la propriété privée et la scission de la société en classes opposées. Il y a toujours une classe qui domine une autre. Mais lorsqu'une classe domine une autre économiquement, la meilleure façon pour elle d'asseoir, de pérenniser sa domination, c'est de la faire passer par un État. Donc l'État, sous ce rapport, est un appareil, une institution au service d'une classe pour la domination d'une autre. Évidemment, sous ce rapport, l'État est considéré comme étant l'ennemi de la liberté parce que c'est un instrument de domination, étant entendu que le prolétaire est celui qui est exploité. Alors qu'il travaille, il s'appauvrit. Plus il travaille, il s'appauvrit. Alors que lui, le bourgeois, il est oisif et il s'enrichit. Cette injustice-là, pour l'occulter, il y a d'autres leviers. Il y a la religion peut-être, il y a la morale, il y a la philosophie, il y a les représentations morales, etc., etc. Mais il y a également l'État qui est un organe au service de la classe dominante pour légaliser. Parce que la morale et la religion légitiment. L'État légalise. Légitimer, c'est rendre acceptable sur le plan moral. Légaliser, c'est rendre conforme à la loi positive, c'est-à-dire aux lois qu'on institue et qu'on vote. L'État donc doit intervenir dans les affaires économiques. Absolument. De tout le temps, du moins suivant le schéma marxiste ou bien marxien, de tout le temps, l'État intervient dans la distribution des richesses. De tout le temps. Malheureusement, l'État ne le fait jamais de manière équitable. L'État ne fait que perpétuer, avaliser, légaliser un fait. C'est un fait de domination, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Même dans le cadre de l'État libéral, où on dit l'État n'intervient pas, c'est la liberté de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc le marché s'autorégule. Mais nous savons, nous tous, que le marché ne s'autorégule que parce qu'il y a une exploitation de l'homme par l'homme. Il y a des excès dans le commerce. Quand on prend les pays africains et les pays occidentaux, on voit comment le commerce marche. Quand on prend le pays en lui-même, on voit comment un paysan qui cultive
son arachide, mais qui ne peut pas fixer le prix de l'arachide. Il ne peut pas le fixer, c'est l'acheteur qui vient fixer, l'État laisse faire. Mais dans ce cas, l'État, il est profitable à qui? Il n'est pas profitable aux paysans, il est profitable à l'acheteur qui exploite. C'est ça ce que Marx explique. Et c'est ça, en réalité, le principe même du marxisme-léninisme. Maintenant, la solution que donne Karl Marx, c'est la déconstruction progressive de l'État. Comment faire pour que l'État disparaisse de lui-même? Il faut tuer le mal à sa racine. Tuer le mal à sa racine, c'est éviter les inégalités. L'origine des inégalités, c'est la propriété privée. Donc, dès que la propriété privée disparaîtra, alors l'État deviendra superflu et il disparaîtra de lui-même. Voilà. Donc, sous ce rapport-là, dans le schéma marxiste, l'État fait partie des instruments culturels par lesquels une classe s'impose à la société tout entière, impose sa volonté et perpétue sa domination économique. Les anarchistes, eux, pensent que de tout le temps, les hommes ont vécu sur cette terre sans État. L'État est une société artificielle qui est fondée sur la propriété privée, le mensonge, le crime et l'exploitation de l'homme par l'homme. La différence maintenant que les anarchistes ont avec les marxistes, c'est que les anarchistes, ils prônent la destitution de l'État tout de suite et maintenant par la révolte. D'où anarchisme au sens propre, c'est quelque chose de noble, mais anarchie, dans le langage courant, ça devient désordre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, dans leur méthode, pour faire valoir leur point de vue, leur idéal, faisaient des actes violents. Ils s'attaquaient à des cortèges. Le président de la République, il brûlait les drapeaux, il huait des hymnes nationaux. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'une véritable société est fondée sur la libre expression des individus. Il faut laisser les libertés naturelles s'exprimer. Quand les libertés vont s'exprimer, il y aura des convergences naturelles. Et quand il y a des convergences naturelles, on a des sociétés naturelles. Ces sociétés-là sont durables. Elles n'ont pas besoin d'un État. Comme aller dans n'importe quel village aujourd'hui, moi je suis villageois, dans n'importe quel village, il y a des coopératives spontanées. Ça veut dire quoi? Le village, il s'organise pour creuser un puits sans l'État. Ça montre que la société, elle a ses capacités de s'organiser en dehors de l'État. C'est ça en tout cas le point de vue des anarchistes. Donc il y a des vergers communs. Dans certains villages, un verger qui appartient à la communauté. Par conséquent, ces gens auraient pu exister indéfiniment sans l'État. Mais l'État est un système de prédation. Donc, c'est des individus qui sont organisés pour venir prendre la liberté des hommes et les pousser à travailler pour eux et à s'enrichir. Par conséquent, sous ce rapport, effectivement, l'État est l'ennemi de la liberté. Tant qu'il y aura État, il n'y aura pas de liberté. Et le jour où l'État n'existera plus, la liberté pourra s'épanouir. Ce n'est pas du tout maintenant le point de vue des idéalistes. Quelqu'un comme Rousseau pense qu'au contraire, c'est l'État qui garantit la liberté parce que sans l'État, les libertés naturelles vont s'exprimer et quand elles s'expriment, elles pourraient se détruire. Donc la liberté d'une personne ne pourrait pas être sauvée par elle seule, sauf si nous étions dans l'état de nature. Or, tel que nous sommes, avec notre faiblesse naturelle, nous avons besoin de nous concourir les uns les autres. Nous avons besoin du concours des uns et des autres pour nous assembler, entreprendre ensemble, vivre ensemble, jouir ensemble. Par conséquent, l'État devient une nécessité, mais c'est une nécessité qui est parfaitement compatible avec la liberté naturelle. La liberté rationnelle, la liberté naturelle, elle n'est pas digne de l'homme. Comme dit Rousseau, l'homme qui obéit à son appétit, il n'est pas libre. Il est esclave de ses désirs. L'homme libre obéit à la raison, parce que c'est la raison qui est sa vraie nature. Très bien. Merci d'avoir éclairci la différence entre l'anarchie et l'anarchisme. Voilà. Pour embrayer, anarchie, ça vient de anarché. Anarché, ça signifie absence d'autorité ou bien absence de pouvoir. D'où le mot d'ordre, ni Dieu ni maître. Le mot d'ordre des anarchistes, ni Dieu ni maître. Mais malheureusement, l'anarchie a fini par désigner désordre. Pourquoi? Parce que les anarchistes, leur méthode de revendication était parfois violente. Et par voie de conséquence, les gens, dès que tu parles d'anarchie, ils disent c'est le désordre. Donc, il n'y a qu'un kilifa en Wolof. Alors qu'au sens noble, anarché, ça signifie absence de pouvoir parce que le pouvoir est inutile. Les gens peuvent
gouverner, ils peuvent s'autodéterminer sans avoir besoin d'un pouvoir tutélaire. Quels sont les moyens d'action de l'État Très bien. dans ces conditions? L'État a plusieurs leviers. Évidemment, l'État peut s'appuyer sur les différents pouvoirs qui sont là. Parce que dans tout État, il y a plusieurs pouvoirs, mais il y a un pouvoir qui finit par transcender les autres et les dominer. Puisqu'il les domine, il peut les mettre à son service. Mais les leviers principaux de l'État, c'est son administration, c'est les lois, c'est les forces de l'ordre, c'est les forces armées. Donc ce sont les leviers sur lesquels un État s'appuie pour pouvoir gouverner. Parce que s'il n'y avait pas de loi, ce serait l'anarchie. S'il n'y avait pas de loi, s'il n'y avait pas de force, qui ferait respecter la loi? Et Rousseau a dit quelque chose de tout à fait intéressant. Il aime les oxymores. Si quelqu'un ne veut pas être libre, il faut le forcer à être libre. Parce qu'il sait que donc, sans l'usage de la force, l'obéissance à la loi, elle est gratuite ou bien alors elle est fortuite, en tout cas elle est aléatoire. Les hommes n'obéissent que lorsqu'ils sentent que, sans obéissance, il y a la punition. Maintenant, comment peut-on forcer quelqu'un à être libre? C'est ça le paradoxe. Forcer quelqu'un à être libre, ça signifie l'amener à respecter la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. Or, la volonté générale, c'est notre volonté à tous. Donc, si j'obéis à la loi, j'obéis à moi-même, je suis autonome et par conséquent, je suis libre. Donc, si je porte les masques, j'obéis à moi-même. J'obéis à moi-même. Et je suis libre. Et je suis libre. Okay. Très bien. Donc, obéir à un État, ce n'est pas une aliénation pour Rousseau. Au contraire, c'est obéir à soi-même parce qu'il n'y a aucune coupure entre l'État et le citoyen. Il n'y a aucune coupure. L'État, c'est les citoyens. À condition que la loi soit l'expression de la volonté générale. Effectivement, la loi donc, est l'expression de la volonté générale. Mais là encore, je vous ai dit que lorsque le peuple ne se reconnaît pas dans une loi, aussi bien c'est John Locke, que chez Rousseau, il a toute la latitude de résister. Il a toute la latitude de désobéir. Merci. Maintenant, quelles sont les formes d'État qui existent? Parce que si on voit qu'il est possible de forcer quelqu'un à être libre, on a besoin maintenant de savoir quelles sont les formes d'État qui... Voilà, c'est une façon emphatique, enfin, je veux dire lyrique pour Rousseau, de montrer qu'il n'y a pas de contradiction, d'ailleurs ça il le partage avec Sartre, entre contrainte et liberté. La contrainte est un moyen de la liberté. Pourquoi? Parce que la contrainte permet à la loi de se réaliser, d'être respectée. Or, la loi est protectrice de la liberté. Donc, les deux, ils sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'opposition entre obstacle et liberté. Ils ne le disent pas pour la même raison. Sartre, lui, il dit que la liberté, c'est dans le choix. Et les obstacles apparaissent lorsque je choisis. Si je choisis de fuir, la table va devenir un obstacle. Alors que présentement, la table est quelque chose que j'utilise. C'est un ustensile pour parler comme les autres. C'est un partenaire, c'est un instrument que j'utilise. Mais si j'ai le projet de fuir, la table devient un obstacle. Donc, sous ce rapport-là, la liberté n'est pas absente d'obstacles, mais au contraire, la liberté se construit par et dans les obstacles. Donc, chez Rousseau également, la contrainte, les obstacles sont utiles pour faire respecter la loi. Pourquoi? Parce que sans contrainte, la loi peut être bafouée. Donc, quelles sont les formes d'État qui existent? Les formes du régime. Nous en connaissons 3, il y en a plusieurs. Aristote en compte jusqu'à 6. Les 6 de régimes politiques, en réalité, ce ne sont pas 6 régimes politiques. C'est des régimes politiques, 3 régimes politiques et leur perversion chez Aristote. Ces 3 régimes politiques sont la démocratie, la monarchie et l'aristocratie. Aristote dit, la démocratie, elle dégénère en anarchie. On verra tout à l'heure. Alors, la monarchie, elle dégénère en tyrannie. L'aristocratie, elle dégénère en oligarchie. Moi, 6 comptes, ça fait 6. Donc, monarchie, ça dégénère en tyrannie. Démocratie, ça dégénère en anarchie. Et aristocratie, ça dégénère en oligarchie. Oligarchie, ça vient de oligoi. Oligoi, c'est un groupe qui est replié sur lui-même et qui n'utilise le pouvoir que pour ses propres intérêts.
Donc ce sont les 6 régimes chez Aristote. Mais pour les modernes, on ne parle que de 3 régimes politiques. Donc j'exclus la théocratie parce que je n'en connais pas vraiment. Parce que même l'Iran, on considère que c'est une théocratie, mais moi, ça ne me convient pas. Je ne pense pas que l'Iran soit une théocratie. Peut-être, bon, c'est discutable en tout cas. Mais les régimes que nous connaissons, c'est la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. Dans une monarchie, les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Un des théoriciens les plus célèbres de la monarchie absolue, c'est Hobbes. Hobbes, il n'est pas d'accord sur le principe de la liberté. La liberté est l'ennemi de la société. Or, sans la société, la vie humaine, elle n'est pas sauvée. Vous connaissez la formule, pacte sans sabre n'est que palabre. Donc les hommes, quand ils font leur convention, alors qu'ils ne sont pas obligés de les respecter, ils vont violer leur convention. Voilà pourquoi, quand les hommes s'associent, ils ont besoin de prendre quelqu'un, de préférence un étranger, de lui dire, viens maintenant nous administrer. Donc vous allez nous administrer et nous allons nous soumettre à vous. La soumission, elle est totale, sans réserve. Alors que dans une démocratie, ce n'est pas le principe. Dans une démocratie, on parle de souveraineté populaire. Demos, kratos, le pouvoir des citoyens, ou bien des gens, comme on dit. La démocratie a plusieurs principes, mais on peut les résumer à 3. Il y a le principe de la souveraineté populaire, il y a le principe de l'avis majoritaire, et il y a le principe de la liberté et de l'égalité. Liberté et l'égalité. Maintenant, il arrive que ces 3 principes ne permettent pas de garantir la démocratie. Vous savez, la conclusion, vous connaissez la conclusion du livre 2, non, la conclusion du chapitre 4 du livre 2 du contrat social. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Alors, regardons. La démocratie, donc ce sont ces 3 principes-là. Liberté et égalité, l'avis majoritaire, souveraineté du peuple. La souveraineté, c'est la liberté d'ailleurs. Très bien. Donc, dans une démocratie, en réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir. Or, si le peuple a le pouvoir, il l'exerce pour son propre intérêt. Personne ne va exercer un pouvoir contre son propre intérêt. Donc, le peuple, il a des commis et disons des commis, des chefs. Le chef de l'État n'est pas notre représentant. Parce que, enfin, dis-moi chez Rousseau, s'il représente le peuple, Rousseau dit, dans la représentation, il y a le risque de la trahison. Quand tu me représentes là où je ne suis pas, tu pourrais choisir et faire des choses que moi je ne veux pas. Donc c'est pourquoi Rousseau est contre le système de la représentation. Donc la démocratie idéale, c'est la démocratie directe. Mais vous savez, dans la démocratie directe, ce n'est pas possible pour des pays où il y a des millions d'habitants. C'est pourquoi d'ailleurs Rousseau a dit qu'il n'y a pas de meilleur régime politique dans l'absolu. Il y a des États, du point de vue démographique et du point de vue géographique, pour lesquels c'est la monarchie qui est bonne. Exemple, les grands États, très peuplés, c'est la monarchie pour mettre de l'ordre. Pour les États moyens, c'est l'aristocratie. Pour les petits États, c'est la démocratie. Cette démocratie, maintenant, elle peut être directe, elle peut être représentative. Mais dans la démocratie représentative, idéalement en tout cas, il y a des risques. Dans la démocratie directe, c'est pratiquement impossible. Parce que pour une démocratie directe, il faut que les citoyens puissent en permanence s'assembler, délibérer, prendre des décisions ensemble. C'est pratiquement impossible pour des États comme les nôtres où il y a des millions d'habitants. Mais néanmoins, que ce soit démocratie directe ou bien démocratie représentative, le principe de la démocratie, c'est que le peuple est souverain. Pourquoi? Parce que personne n'a une seule étincelle ou bien une parcelle de pouvoir en dehors du peuple. Il y a le vote. C'est le suffrage universel. Et le peuple, même s'il t'élit, comme l'a dit John Locke, et que ton action politique n'est pas conforme à ses aspirations, le peuple peut te rejeter. Par conséquent, il y a le principe de la souveraineté. Maintenant, la liberté et l'égalité sont déjà un problème. Pourquoi? Parce que dans le libéralisme, on prétend que la liberté humaine n'est pas un problème, c'est une solution. D'accord. Il y a liberté politique, il y a liberté économique. La liberté politique, tous les hommes sont égaux devant la loi. Tous les hommes peuvent accéder au pouvoir. Ils peuvent tous donc participer à la gestion de la cité. La liberté économique, c'est-à-dire l'État n'intervient pas. Chaque homme a le droit d'accumuler des richesses, de produire, etc., etc. Mais le problème, c'est quoi? Parfois, la liberté économique elle engendre des difficultés, c'est-à-dire des inégalités.
Et quand les inégalités sont tellement grandes, il n'y a plus d'égalité politique. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est très pauvre et quelqu'un qui est riche, ils ne peuvent pas avoir une égalité de fait. Ils ont une égalité de principe ou bien théorique comme ça, mais dans les faits, l'inégalité économique, ça va avoir comme conséquence une inégalité politique. Et ça, c'est le problème du libéralisme. Donc c'est la raison pour laquelle Rousseau pense que j'ouvre les livres du monde, je bénis les institutions et je me console d'être citoyen. Je sors de la classe, je rencontre un peuple affamé. Donc ce qui veut dire que dans la réalité, théoriquement, on loue la démocratie, mais quand on sort de la classe, on sort des livres, on se rend compte que ce n'est que théorique. Justement, c'est la raison pour laquelle on dit idéal démocratique. Il y a encore plus grave, je n'ai pas terminé. C'est-à-dire, sur le plan économique, donc, parce que souvent, la richesse économique, elle peut être un moyen de corruption. Rousseau l'a dit dans le contrat social. Il faut bannir le luxe dans la démocratie. C'est un des ennemis de la démocratie. Parce que quand on est dans la pauvreté extrême, ça assujettit une partie du peuple à une autre. Suivez mon regard. Dans tous les pays africains, c'est le même principe. Il y a une élite qui est là, qui s'accapare des ressources du pays et qui s'en sert pour perpétuer le pouvoir, pour corrompre le peuple et pour mieux le dominer. Donc il y a un problème sur ce point-là, c'est pourquoi on dit idéal démocratique, parce que la démocratie n'est pas quelque chose de tout à fait réel dans les faits. Il y a autre chose. Et ça, nous allons le chercher chez un penseur qui a été homme d'État. Il était ministre de Napoléon, si je ne me trompe, effectivement. Donc c'est l'auteur de la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville, son livre de la démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville nous montre que la démocratie, dans les faits, il arrive qu'elle se trahisse elle-même et qu'elle devienne un mécanisme de perpétuation d'une tyrannie, mais d'une tyrannie douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il appelle la tyrannie de la vie majoritaire. C'est quoi la tyrannie de la vie majoritaire? Dans une démocratie, et notamment dans une démocratie libérale, les individus, ils sont libres économiquement. Chacun court vers la possession des richesses. La sphère privée absorbe l'individu. Toute la liberté de l'individu gravite autour de ses préoccupations économiques et de sa famille. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle le principe du vote. Une fois qu'un vote, il y a un avis qui se dégage, c'est l'avis majoritaire. Mais l'avis majoritaire, il doit s'imposer à la minorité. Mais ça, c'est un principe dangereux. Ce principe-là, une fois intériorisé, devient une norme incontestée, voire sacrée. Et ça pousse à quoi? À la démission. Cette démission collective est une centralisation du pouvoir, une fortification du pouvoir. Le pouvoir politique fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est légitime. Ça devient une douce servitude. Et le plus grave, c'est quoi? C'est que les individus, ils sont absorbés dans la course vers ce que Herbert Marcuse appelle le principe du plaisir. Le principe du plaisir, ça dissout la capacité critique. Ça amène l'individu à se noyer dans la recherche des petits plaisirs et à oublier l'intérêt général. Ce qui fait que l'État a tous les ressorts et parfois il fait un abus de pouvoir. Donc vous voyez que sous ce rapport-là, la démocratie reste un idéal. Alors le plus grave maintenant, c'est que lorsque dans une démocratie, les libertés s'expriment sans retenue. Parce qu'une liberté sans une responsabilité, c'est la licence. Et c'est dans ce cas de figure qu'Aristote a raison. Lorsqu'il y a une liberté et que les gens en abusent, Platon a dit, dans une démocratie, les citoyens voient leur maître comme des gestations, c'est-à-dire des serviteurs. Ils ne respectent même pas leur maître. Le langage est ordurier, il y a l'irrespect, il y a le manque de considération. Chacun pense que c'est dans la désobéissance qu'il y a dans la liberté. Alors dans ce cas, la démocratie tourne à l'anarchie. De la même manière que là-bas, par opposition, la monarchie, son revers, sa dérive, c'est la tyrannie. L'aristocratie, sa dérive, c'est l'oligarchie. Qu'est-ce que c'est que l'aristocratie maintenant? L'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs, des élites. Élites, ça peut être des élites sur le plan intellectuel, ou bien élites du mérite, c'est-à-dire les gens qui sont les plus méritants. Dans toute société, il y a des gens qui ont un charisme naturel, qui ont une représentativité naturelle, qui ont ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est une vertu fondamentale. Dans une aristocratie, le leadership naturel induit l'exercice du pouvoir.
Mais quelqu'un qui n'a pas de vertu, il ne peut pas exercer le pouvoir. Soit il a de l'intelligence, vous vous rappelez Platon, les peuples ne seront pas heureux tant que les philosophes ne viendront pas rois ou les rois philosophes. Donc si les meilleurs gouvernent, tant mieux. Meilleurs sur le plan intellectuel, sur le plan moral et peut-être même sur le plan économique. Sauf que si c'est sur le plan politique, là-bas aussi, l'aristocratie devient une plutocratie. C'est-à-dire que c'est les riches qui vont gouverner. Mais l'intérêt là-bas, c'est quoi? Si les riches gouvernent, ils sont suffisamment riches pour ne pas voler les caisses de l'État. Mais quand on prend un pauvre comme M. Kitan, on lui donne les rênes du pouvoir, la première chose à laquelle il va penser, c'est de remplir les poches. Donc c'est une manière de dire que toutes ces formes de régime-là ont leurs limites. On qualifie souvent les hommes politiques de machiavéliques, un terme qui a souvent une connotation péjorative. C'est juste. Alors, Machiavel, j'ai une pensée pour ma sœur Sagarsek, excellente machiavélienne. Voilà. Machiavel, c'est un penseur réaliste. Mais malheureusement, on a de sa pensée une perception la plupart du temps erronée. Ce n'est qu'une opinion en réalité. Ce n'est pas la vérité. Machiavel n'a jamais dit qu'il faut gouverner de manière immorale. Il n'a jamais dit que le prince ne doit pas respecter la religion. Au contraire, Machiavel pense même que religion et morale peuvent être des moyens politiques. Maintenant, la différence entre Machiavel et les autres, ceux qui viendront après, et même avec Platon, c'est que lui, il est réaliste, il part de la réalité. C'est-à-dire, les hommes, les gouverner strictement, exclusivement par la morale, c'est courir à sa perte. La preuve nous dit Machiavel. Les princes les plus vertueux et les plus généreux, quand ils perdent le pouvoir, on leur jette l'opprobre, on les critique, on les insulte. Par conséquent, le plus important, c'est la permanence du pouvoir, c'est la préservation du pouvoir et l'unité de l'État, c'est la fin suprême. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. La fin suprême, ce n'est pas la morale, ce n'est pas la religion. Pourquoi? D'abord, parce que morale et religion ne peuvent pas amener les hommes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Ensuite, parce que, comme disent les Wolofs, même le culte, nous ne pouvons le faire qu'en temps de paix. Donc, s'il y a une guerre civile, le culte devient impossible. Vous voyez ce qu'on a appelé la guerre contre le coronavirus. Ça nous a empêchés durant des mois à faire le culte dans les mosquées, à plus forte raison dans une guerre civile. Donc, il faut l'unité de l'État et la conservation du pouvoir pour assurer la paix et la concorde. Et c'est dans la paix et dans la concorde qu'il y a la moralité, qu'il y a la religiosité. Par conséquent, ce sont des moyens politiques, ce sont des leviers politiques, mais le prince ne doit pas compter sur ça. Le prince n'a pas à être vertueux. Ce qu'on lui demande, c'est la vertu au sens italien. C'est-à-dire cette promptitude à agir de façon inattendue. Un prince n'est pas quelqu'un qui apprend quelque chose pour aller l'appliquer. Non. On le juge en fonction de cette capacité à infléchir les événements en sa faveur. Quel que soit l'événement, quelle que soit l'adversité de la situation, le prince, il peut l'infléchir à sa façon. Et sous ce rapport-là, donc c'est quelqu'un qui est inventif, c'est quelqu'un qui est créatif. Par conséquent, il ne peut pas s'adosser exclusivement sur la morale et sur la religion. Mais, malheureusement, lorsqu'il dit ça, les gens ne retiennent que Machiavel est quelqu'un qui est contre la morale. Machiavel est quelqu'un qui professe l'immoralisme. Jamais il n'a professé ça. La morale est une sphère qui a son autonomie et qui est sous un État. Maintenant, ce n'est pas possible d'assujettir l'État à la morale pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est la même chose pour la religion. Maintenant, Machiavel dit l'important pour le prince, c'est d'avoir le pouvoir. C'est de conserver le pouvoir. C'est de réaliser l'unité de l'État. Lorsque, dans une situation, la situation exige qu'il sacrifie la morale, mais il ne doit pas hésiter à le faire. La preuve, en temps de guerre, on tue. Il est interdit de tuer. Voilà. Quand quelqu'un menace l'ordre social, mais il n'y a pas de raison de ne pas avoir une conduite immorale ou bien amorale envers lui. Par conséquent, Machiavel, en réalité, je peux même dire que c'est quelqu'un qui idolâtrie l'État.
l'idolâtrie. C'est-à-dire, il a tellement l'amour d'un État fort qu'il ne peut pas imaginer des principes et des valeurs qui pourraient nuire à la stabilité de l'État et à la stabilité du pouvoir et à l'unité de l'État. Malheureusement, quand on dit machiavélique, ça signifie immoral, ça signifie absence de retenue, ça signifie absence de fidélité, etc., etc. Mais en réalité, ce n'est pas ça ce qui motivait Machiavel. Ce qui motivait Machiavel, c'est de construire une science politique. Or, vous savez très bien qu'une science n'a pas à être morale ou immorale. La science est le neutre, pour parler comme Heidegger. Donc on voit ici qu'il y a la différence. Ce qui distingue Rousseau et Machiavel, c'est que Machiavel part de la réalité, alors que Rousseau part de la théorie. Il est idéaliste, il est très idéaliste. Même. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parlons philosophie. Merci encore une fois à M. Alassane Khoudia Kitane. Je rappelle que M. Alassane Khoudia Kitane, professeur de philosophie au lycée Amary Ndack Seck de Thiès, est l'auteur de Les épreuves de la dissertation philosophique, les épreuves de la dissertation philosophique et des commentaires en classe de terminale. C'est un ouvrage tellement important parce que même nous, les professeurs de philosophie, on l'utilise parce que ça permet aux élèves de comprendre qu'est-ce que c'est que la dissertation philosophique et de comprendre aussi comment peut-on commenter philosophiquement de manière cohérente et pertinente. Merci, M. Kitane, de nous donner cette possibilité de comprendre la philosophie à la sénégalaise. Merci.